Aujourd'hui, je suis très content parce que nous partons dans la nature avec Marie Cochard, qu'on appelle druidéesse. Marie propose des retraites en forêt et bien d'autres expériences pour se ressourcer, se reconnecter à ses racines, à soi-même et aux esprits de la nature. Tu sais, en fait, il y a quelque chose de très beau. Il y a beaucoup d'hommes médecine, de chamans d'autres contrées. Quand quelqu'un est déséquilibré, quand il y a une disharmonie, que cette personne est malade ou... Bref, qui a à rééquilibrer quelque chose, la première question que le chaman va poser, c'est « Quand est-ce que tu t'es arrêté de chanter ?» La deuxième question, c'est « Quand est-ce que tu t'es arrêté de danser ?» La troisième, c'est « Quand est-ce que tu as arrêté d'écouter le silence ?» Et la quatrième, c'est « Quand est-ce que tu as arrêté d'écouter les histoires, de te laisser émerveiller par les contes, C'est dire si pour eux, ça représente des fondamentaux. C'est ce qui fonde nos origines, en fait. Les histoires, tu prends la mythologie, tu prends la cosmogonie maya, tu prends la cosmovision des aborigènes. Chacun, sur sa terre, a colporté de génération en génération des histoires. Et c'est ce qui les constitue, en fait. C'est pas quelque chose de superflu. C'est ce qui les fonde. C'est leurs racines. C'est le temps du rêve pour les Australiens. C'est toute cette vision ozo chez les Amérindiens en Arizona de la voie de la beauté, de remettre de la beauté pour rééquilibrer le monde. C'est beauté et harmonie et tout ça signifie la même chose. C'est cette manière qu'ont de dire les autochtones du Québec de parler de la médecine, comme quoi chacun porte une médecine. Alors le tout c'est de la trouver ou de la retrouver, parce que moi je pense qu'on arrive sur cette terre avec, et puis comme on nous remplit, on se souvient plus. Il n'y a plus qu'à faire réémerger ça. Mais tout ça, ils sont en mesure de le dire parce qu'ils ont des textes fondateurs qui sont d'ailleurs pas écrits, c'est toujours une transmission orale, mais on raconte toujours aux générations suivantes ces histoires qui vont les constituer et qui vont quelque part leur donner aussi un cadre, tu vois, une structure. J'entends par structure le fait que c'est leurs ossements, tu vois, c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir se tenir droit et qui vont être en respect vis-à-vis d'eux-mêmes, de ceux qui les entourent et de tout ce qui est, de tout ce qui constitue le vivant. Mais en fait, j'avais besoin, en tant que maman, de retrouver une autonomie, de pas être dépendante de quelqu'un quand mon enfant n'était pas bien. À l'époque, il y a 2 femmes qui dispensaient des cours d'herboristerie et d'ethnobotanique, et j'ai plongé complètement. On faisait des balades de terrain, on transformait les plantes, on revenait avec des remèdes chez nous. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil, c'est une rencontre déterminante dans une vie, en fait. Je ne peux plus vivre sans les arbres et sans des rencontres quotidiennes avec le monde végétal, avec les esprits des plantes. Et en fait, c'était tellement beau ce que j'apprenais à leur contact, c'était tellement grand qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas partager ça avec les autres, toutes ces sagesses oubliées, tous ces savoirs ancestraux. Donc, avec mon cher et tendre, Olivier, on a créé une revue, un recueil qui s'appelait Druidéesse. Le nom est descendu comme ça un jour dans la cuisine, et tout de suite dans la foulée, je me suis dit, ce sera un partage de recettes, remèdes et rituels. Et je suis allée à la rencontre, mais toujours en étant très guidée, de gens qui avaient encore ces sagesses, ces savoirs oubliés. Et en fait, c'est vraiment à leur contact que c'est comme si ça venait réveiller des parts de moi, des mémoires, je ne sais pas comment l'exprimer autrement,
de plus en plus puissamment. Et ce qui est drôle dans tout ce que je te raconte, c'est que je n'ai absolument rien choisi de tout ça. C'est vraiment, tu vois, à un moment donné, c'est le mot druidéesse qui me vient. On crée cette revue, on va voir des gens, ces gens petit à petit réveillent quelque chose en moi. Je suis emmenée vraiment sur des lieux d'initiation. Ces lieux ne portent pas forcément de nom. C'est quelqu'un qui y va régulièrement, comme moi je peux le faire avec mes groupes, qui nous emmène, mais dans un lieu qui est perdu au milieu de nulle part, tu vois. Enfin, à un moment donné, je suis amenée à rencontrer quelqu'un qui a vécu comme un ermite et qui lui-même a été enseigné par un ermite avec des pratiques qui sont très liées à cette tradition celtique et en même temps qui s'entremêlent à une forme de christianisme des origines, puisque de nombreux moines en fait ont été eux aussi les ponts entre ces deux traditions. Et donc ouais, je suis emmenée comme ça sur un premier lieu qui va réveiller le fait que je peux me faire réceptacle de quelque chose qui me traverse. À l'époque, ce qui se manifeste, c'est plutôt un souffle, un chant qui ne m'appartient pas. I breathe in and I breathe out and my breath is life. I breathe in and I breathe out and my breath is life. I breathe in, I breathe in, I breathe out and my breath is life. Voilà. Je chante depuis enfant. J'ai fait toujours partie de chorales et ensuite j'ai été attirée par plusieurs... Enfin, j'ai un peu tout essayé avec le chant. Que ce soit du chant jazz, tu vois, de ce qu'on appelle le scat, donc vraiment le saut dans le vide avec de l'improvisation vocale. Et puis plus tard, j'ai fait partie d'un chœur à Bordeaux qui s'appelle les Gardiennes de la Terre, où on était 70 femmes, tout de rouge vêtues, et où on chantait des chants sacrés d'un peu toutes les contrées du monde. Et j'ai adoré ça, parce que si tu veux, le fait de chanter en chœur, dans les deux orthographes, au sens propre comme au sens figuré, t'élève. Tu vois, il y a une telle puissance dans un chant choral que je n'ai plus lâché ça ensuite. Et très souvent, dans les espaces que j'ouvre avec la nature, très souvent, j'ai un instrument avec moi et il y a un moment où il y a un chant qui se présente. Et depuis peu, j'ai ouvert ce que j'ai nommé des Candle Circle Song, parce que je sentais que c'était une envie aussi de la part d'autres. Je voyais que quand je proposais ces espaces où il y avait du chant, tout un chacune avait envie aussi de participer. Et puis, je me suis tout de suite dit, c'est pas facile de libérer cette voix, donc pourquoi ne pas proposer des moments de chant entre le jour et la nuit? Donc vraiment comme des veillées, et où on serait éclairé uniquement à la lueur des bougies, ce qui faciliterait le fait qu'il n'y ait pas un regard sur soi, un regard sur l'autre, une gêne. Donc, je les ai nommés des Candle Circle Song. Et Circle Song, c'est vraiment ce chant organique où en fait, on va laisser un son, une onomatopée ou un mot entrer dans cette ronde chantée. C'est comme un mandala sonore. Et puis va se créer du coup une musique très éphémère, une musique de l'instant. Et donc je leur dis en fait que ça ôte une certaine pression parce qu'on ne chante pas, on se laisse traverser, on se laisse chanter. Et ce qui naît de ça, je peux pas expliquer, en fait, faut le vivre, hein, il y a un enthousiasme, il y a une joie qui émerge de ces moments-là, qui est absolument fabuleux. Enfin, moi, la première, j'en ai besoin, et donc je propose ça une fois par mois. Donc les gens reviennent parce que ça te ramène à l'instant présent automatiquement le chant. Bien plus, je trouve, que de la méditation où tu peux être
attrapé par tes pensées, mais le chant, tu n'es que dans l'ici et maintenant, et où on s'élève ensemble, ça nous ramène vraiment à quelque chose d'originel, tu vois, de primordial, qui, je trouve, nous amène autant d'ancrage que quelque chose vraiment de l'ordre de l'élévation. Et en fait, les hommes ont toujours chanté. Depuis la nuit des temps, l'homme chante. Chanter pour les enfants, c'est spontané. Oui. D'ailleurs, ils chantent tout le temps. Tu vois, moi, mes enfants, ils chantent à longueur de journée. Et ils se répondent d'une pièce à l'autre. Enfin, il y a quelque chose de très naturel. Et là, ils sont pas encore dans le fait de se dire, par rapport à une chanteuse, un chanteur, moi, je peux pas m'autoriser ça. Or, je crois que dans le fait d'exprimer sa voix, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la verticalité de l'âme, tu vois, d'oser prendre sa place, trouver son assise et apporter sa coloration parmi les personnes qui viennent en cercle de chant. Au départ, il y a un peu cette gêne, tu vois, je sais pas chanter. Et d'emblée, je les sors de ça en leur disant, mais laissez-vous chanter, laissez ce qui a envie d'émerger, émerger. Et sans jugement esthétique, tu vois, c'est pas beau ou pas beau. C'est juste qu'est-ce qui naît de nous tous qui vibrons ensemble à un instant T. Et ça nous amène à une joie qui nous habite. Tu sais, j'ai par exemple quelqu'un qui vient, qui a été opéré des poumons, qui a une insuffisance respiratoire. Et c'est incroyable de voir comme dans ces espaces-là, quand elle est en sécurité, quand elle est contenue par le cercle, par les autres et par ce son qui est commun, comme en fait ça coule de source. Elle ne se pose même plus la question, tu vois, à ce moment-là. Tu sais, comme quelqu'un qui se sentirait limité par son corps et qui, à un moment donné, serait happé par la force du groupe, en fait, la puissance, et qui, du coup, lâcherait. Parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste qui est au-delà de nous, qui est plus fort que nous. Donc, qui va au-delà de la pensée et de ce qui te limite. Donc c'est très beau à voir, parce que je sens que c'est quelque chose qui serait certainement pas possible seul, mais qui est vraiment soutenu par la puissance du cercle. Et avec souvent des choses que je raconte lors de ces cercles, que je n'ai pas appris, que je n'ai pas lu, et où quelques mois plus tard, souvent j'ai la confirmation, parce que là je tombe sur un texte où je me dis, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que j'ai dit ou ce que j'ai proposé ou ce que j'ai... Mais d'où ça me vient en fait ça? J'ai pas d'explication. Ça va faire une décennie que je propose ces espaces-là. Ça fait 9 ans qu'on a créé Druides. Et donc il y a eu 7 recueils, alors qu'au premier on savait pas s'il y aurait une suite, tu vois. Et puis il y a eu un tel engouement qu'on est arrivé vraiment à 7 numéros. Et suite à ça, il y a eu comme un retournement. Parce qu'on s'est lancé la fleur au fusil à partager tout ça, mais sans se renseigner sur la partie très administrative. On a reçu un courrier du centre des impôts, parce qu'on savait pas qu'il fallait verser de la TVA quand tu vends un objet, puisque moi j'avais toujours écrit pour d'autres, mais j'avais jamais écrit et proposé un objet en mon nom. Donc bref, ça a été très éprouvant et ça m'a amené à donner finalement un autre sens à ce qu'on vivait. Donc on s'est retrouvés dans un lieu de vie où on connaissait personne. Moi, j'avais plus mes cercles, puisque j'arrivais dans un lieu où j'avais plus mes participantes. Je suis passée par une phase vraiment de chaos. Et je suis allée trouver du réconfort vraiment dans la nature plus que jamais. Mais le fait vraiment d'être descendue très bas, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai vécu vraiment des moments de grâce à la hauteur de ce que j'étais descendue en fait. Et donc dans la nature, c'est ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, qui pour moi était le 8e ouvrage, et où là vraiment je me suis mise au service de ce qui m'était donné, des messages de Dame Nature et des esprits qui l'habitent. Mais pour moi, c'était très difficile, ça. D'oser aussi révéler qui je suis au plus profond de moi. C'était très éprouvant. Ça a été vraiment, vraiment compliqué d'écrire en mon nom,
tu vois, au jeu. Moi, j'allais dans la forêt tout le temps. Sur mon terrain, comme je n'avais pas d'arbres, j'avais que des taupinières. Et puis j'avais cette amie, grâce à qui j'ai atterri dans ce Pays Basque, puisque c'est là que j'ai atterri. Et du coup, il y a eu ce lien aussi aux abeilles, ces visites au rucher, et c'est le fait de me mettre en lien avec ces gardiennes des seuils, qui m'a quelque part vivifiée, régénérée, qui redonnait du sens. Le fait de m'en faire porte-parole à mon... En fait, c'est pour te dire le fond de ce que je ressens, c'est que c'est à ce moment donné où quelque part je n'étais plus rien aux yeux de la société, du monde, que j'ai trouvé vraiment le sens de mon service sur Terre. Et ça m'émeut. Ça m'émeut parce que c'est au moment où tu es dans ces espaces de plus grande fragilité que tu découvres en fait quelque part, tu vois, la puissance de ce que tu peux offrir. Et donc il y a eu un élément déclencheur que je vais te partager, c'est que au mois de février, il y a les carnavals. Et puis je tiens à aller participer à un carnaval dans les terres. Et là, tout le monde ne parle que la langue basque, on est les seuls à pas parler basque. Et on se retrouve dans une fête vraiment comme je les ai en mémoire dans mon âme, c'est-à-dire vraiment la célébration du réveil de la nature. Donc c'est brut de décoffrage. Ils arrivent avec les peaux de brebis sur le dos, ils ont ces cloches énormes qui viennent réveiller, tu vois, c'est vraiment le temps où tu vas emmener tes brebis dans les estives et où tu es en lien avec notre animalité, notre côté sauvage, tu vois, le côté vraiment... Et donc c'est au centre du village, au cœur du village que ça se passe, et là, c'est vraiment le carnaval comme... qui prend tout son sens par rapport aux célébrations que je propose, c'est-à-dire vraiment de nettoyage des scories de l'hiver. Il y a un défilé avec des chars et là, ils ont une figure qui transporte, qui va être brûlée, qui est Monsieur Carnaval. C'est un rituel psychomagique. C'est vraiment pour que ça ne soit plus comme ça, qu'il y ait quelque chose qui soit renversé. Et puis, la scène s'achève, tout est retourné, ils se sont recouverts de paille, de farine, ils ont dénoncé tout ce qu'il y avait à dénoncer. Donc, il y a une purge, tu vois, il y a un côté nettoyage. Et là, il y a des dépouilles de taupes au sol. Et je peux pas te dire ce que ça me fait de voir toutes ces dépouilles de taupes. Je prends vraiment conscience de notre rapport au vivant. Tu vois, je me dis, il y a vraiment quelque chose là qui... dans notre... emprise, tu vois... Bon. Donc, il se passe cet événement qui me bouleverse. Et la semaine suivante, je suis chez mon ami basque qui a donc son rucher. Et on se retrouve dans un essaim qui est en train de... Tu sais, il y a une division de l'essaim à un moment précis de l'année. Et je me retrouve dans ce nuage. Et là, je passe 2 heures avec les abeilles. La semaine suivante, j'entends en fait l'appel de ces 2 gardiennes. Gardiennes du monde d'en bas, que sont les taupes, et gardiennes des mondes d'en haut, que sont les abeilles. Mais avec la conscience qu'en fait, les 2 font des allers-retours constants entre l'ombre et la lumière, et qu'elles apportent quelque chose au monde. Et là, vraiment, je sais pas ce qui se produit en moi, qui fait que moi qui ai signé un contrat avec mon éditeur pour écrire un livre comme Druidéesse, avec des recettes remèdes rituels, tout bascule complètement et je leur dis, écoutez, ça va pas être ça du tout. Je vais me mettre vraiment au service de ces 2 peuples, de ces... Et là, vraiment, j'apprends, elles m'apprennent à m'asseoir et à simplement écouter. Et ça aussi, ça me touche de te le dire. Parce que on vit dans un monde où plus personne ne prend ce temps-là. Même de faire une sieste,
tu vois, sous un arbre, ce que faisait énormément mon grand-père. On se l'autorise pas. En fait, il y a pas de temps d'arrêt. C'est d'ailleurs ce que permettent ces temps de célébration. Tu vois, ces 8 fêtes paysannes de la roue celtique que je propose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas aujourd'hui traverser ce qu'on a à traverser sans être en lien avec nos racines. Si je fais un pendant avec les populations minoritaires, autochtones de partout dans le monde, il n'y a pas de coupure. Ils sont sans arrêt en train d'honorer leurs ancêtres, ils sont encore avec tout ce qui leur a été offert d'héritage. Mais pour moi, on ne peut pas faire sans ces héritages. Sinon, tu imagines, c'est comme si on coupait les racines d'un arbre, tu imagines combien ça l'affaiblirait. Chanter, danser, raconter des histoires au coin du feu, c'est l'essentiel. Oui, la créativité, peindre, sculpter, exprimer la beauté en fait. Au sens que ça donne, quand je dis essentiel, c'est ça donne du sens à notre existence. Ces enfants-là de cette génération qui sont derrière les écrans tout le temps. Bon, tu vois, moi je propose parfois des bains de forêt quand c'est accueilli et je les vois, dès qu'il y a une proposition de cet ordre-là, ça leur fait un bien. À chaque fois, je me dis, ça va être dur pour eux de rentrer là-dedans. Et c'est tout l'inverse. C'est comme une forme de retrouvaille. Et c'est comme si ça les revitalisait. Moi, je le dis à mes enfants. Je leur dis, mais voyez, si vous aviez été sur un écran, le renard qu'on vient de voir passer par la fenêtre de la voiture en roulant, vous ne l'auriez pas vu. Toutes ces femmes médecines que j'ai rencontrées et dont j'ai fait le portrait dans Druides font pas de distinction comme nous on peut le faire entre l'écologie et la spiritualité. Chez eux, ça n'existe pas. Ils comprennent pas d'ailleurs que ce soit scindé chez nous. Dans ces communautés, on te donne pas un prénom quand tu arrives au monde. On te donne un prénom après quelques années de vie, quand se révèle quelque chose qui va faire ta singularité. Pour moi, et c'est vraiment ce dont je parle avec ce livre de la Terre à la Lumière, où je parle à la fois de la sagesse et de la médecine de Notre-Dame de sous la terre, qui est la taupe, et de Notre-Dame de la Lumière, qui est l'abeille. Pendant toute la saison sombre, j'invite le lecteur à faire ce travail d'intériorisation, d'aller creuser dans ses racines, dans sa lignée, dans ce qui obstrue, dans quelque chose de très personnel, qui va permettre, dans ce travail justement en solitaire, parce que c'est ce que fait la taupe, c'est un travail très en solitaire, à l'aveugle, de faire émerger quelque chose de suffisamment singulier pour ensuite être dans un état communautaire, de faire partie d'un tout et d'œuvrer tous pour le bien commun avec l'abeille. Et pour moi, là où il peut y avoir une pierre d'achoppement souvent, c'est qu'on a envie aujourd'hui de vivre en communauté sans être passé par le travail préalable de se connaître et de savoir quel est le sens de mon service, qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai à libérer. Mais c'est le chemin d'une vie en fait, de se reconnaître tel que l'on est, N-A-I-T, et d'être ensuite parmi, et d'être reconnu pour qui l'on est. Mais chacun avec sa place, et chacun avec sa couleur, et chacun... Et tu vois, le chant, par exemple, me permet de partager ça aussi. C'est que toutes les voix vont être différentes, mais toutes les voix vont avoir leur importance dans ce cœur. Comme chaque petite abeille va avoir son rôle à jouer dans ce grand œuvre. Peut-être qu'au même titre qu'une graine, tout arrive au moment le plus juste, quand c'est arrivé à maturité. Et tu vois, moi, je réalise aujourd'hui qu'il m'aura quand même fallu 44 ans, dont 20 ans d'écriture, pour écrire vraiment quelque chose qui m'habite, qui me ressemble, qui est moi. Avant ça, pendant 20 ans, j'ai écrit en me mettant au service d'autre chose.
Et donc ça a pris du temps. Quand je dis entre la première chose que j'ai écrite et ce livre qui pour moi est vraiment à l'image de ce qui m'habite, 20 ans se sont écoulés. Entre Druidéesse, l'écriture du premier recueil où je vais à la rencontre des autres et où je m'émerveille de ce qu'ils me partagent, et le fait, moi, de prendre ma place et d'être dans ce redressement, il s'est écoulé, pareil, une dizaine d'années. Les dryades, les retraites que je propose, je dis, ce sont des temps de transmission, de soins et de transmission des savoirs. Donc je sens que ma place est là. De venir mettre un peu d'or sur les parts, sur les fêlures. Parce que les fêlures, tu sais, ce que disait Rumi, hein, c'est par vos fêlures et les failles que vient s'immiscer la lumière. Au travers de ces espaces-là, il y a aussi le fait de redonner cette responsabilité à chacun, chacune, de dire voilà, moi je me situe à cet endroit-là, mais il ne tient qu'à chacun d'être ce gardien, cette gardienne, ce veilleur, cette veilleuse, cette ensemencière, et de veiller sur tout le vivant. Donc j'aime beaucoup parce que, si tu veux, chaque chose que j'ai créée a pris racine dans ce qui a précédé, sans que je sache ce qui allait se manifester derrière. Mais de Druidéesse sont apparus ces cercles de cérémonies des fêtes que je nomme les cercles rituels, les journées rituelles d'Anna, donc la terre-mère. De Dana est né De la terre à la lumière, ce livre. De la terre à la lumière sont nées les retraites dryades, parce que je sentais qu'il y avait besoin d'une guidance dans la matière, tu vois, parce que c'est difficile d'y aller seul. Je sens qu'il y a tellement de messages à partager, tu vois, des plantes, de la rivière, d'une montagne, et autrefois, je pense que vraiment l'homme avait accès à ça parce qu'il était avec les animaux tout le temps, avec la terre, avec la pluie, avec donc il était en lien avec ces messages, tu vois, dans cette lecture du ciel, dans cette lecture de ce qui se passe. Oui, certains vont se dire, elle est complètement perchée. Et mon sentiment, il est inverse. Je ne me suis jamais sentie aussi ancrée comme un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre, s'il veut pouvoir développer son pied et être très rayonné comme ça, au plus haut des cieux, on va dire, et il a besoin d'avoir des racines à la taille. Il y a une proportion, en fait. Sinon, il se fait balayer au premier coup de vent. J'ai 2 enfants, voilà, avec des devoirs à faire, avec tout un tas de mots et de problématiques en lien avec leur âge, puisqu'ils sont préadolescents et adolescents. Et ça me permet, tu vois, au même titre qu'une taupe ou une abeille, quelque part, d'être pont. C'est-à-dire que je sens que j'ai vraiment besoin des deux pour passer de l'un à l'autre. Et que c'est pas en étant au milieu de la forêt que je peux faire ma part, en fait. C'est vraiment en faisant des sauts et en amenant ça à des gens presque qui sont pas du tout en lien avec ça. Tu vois, je peux avoir dans mes retraites des gens qui sont issus d'autres sphères complètement. J'ai beaucoup d'infirmières, j'ai beaucoup d'institutrices, j'ai beaucoup qui ont besoin de se régénérer. J'ai vraiment cette vision, tu vois, que ça coule, ça s'infiltre partout, en fait. Parce que l'institutrice, elle va du coup pouvoir proposer des choses à ses élèves, les ouvrir sur des choses qu'elle a pu goûter, tu vois, avec moi en retraite. L'infirmière, c'est pareil. Donc c'est en train d'essaimer. Et ça, c'est très beau. Parce que du coup, ça reste pas parmi des gens qui seraient déjà initiés et mettre en contact avec la nature, qui est la première à prendre soin, c'est une jolie tâche, en fait.